Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Marc Toiti. Bonsoir à tous. Vous êtes le président du cabinet ACDFI. Avec vous, on va revenir sur quelques événements économiques de ces derniers jours, de ces dernières semaines aussi. Donc tout d'abord, c'était avant le long week-end de la Pentecôte, l'annonce de la récession pour la France, 2 trimestres consécutifs de repli du PIB. Et vous faites remarquer que finalement, les pouvoirs publics ont dissimulé la vérité parce que la France est en récession déjà depuis quelques temps. Elle l'a déjà été récemment. Complètement, en fait, depuis le début de 2012, finalement, l'INSEE elle-même le dit, on a déjà eu 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, mais c'est vrai qu'il y a eu, on va dire, pas mal d'arrangements autour des chiffres, parce que c'était la campagne présidentielle, après c'était l'arrivée de François Hollande, et puis là, maintenant, on a les vrais chiffres. Donc on sait qu'on a eu effectivement 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, donc la définition technique de la récession, au premier trimestre 2012. Mais bon, ça n'enlève pas au fait que malheureusement, aujourd'hui, la récession s'aggrave. Donc certes, elle a commencé en 2012, mais fin 2012, début 2013, on est en train d'atteindre un nouveau palier, et c'est plus vraiment une récession, c'est ce que j'appellerais plutôt une dépression. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas l'oublier, on a déjà eu une récession grave en 2009, un tout petit redémarrage en 2010, et là, de nouveau, on repart effectivement dans cette crise. Donc c'est ça qui est très douloureux, c'est ce qu'on appelle en économie un W, c'est-à-dire qu'effectivement, on chute 2 fois, alors là, il manque la fin du W, c'est-à-dire qu'on attend le redémarrage, alors le gouvernement l'espère, mais il faut être clair. Mais vous êtes pessimiste, vous, en la matière. Non, mais surtout, il faut être honnête. Ouais. La croissance, elle ne tombe pas du ciel. Moi j'aimerais dire qu'elle sera là demain, la méthode Coué, c'est très bien, mais il faut prendre des mesures concrètes. Or là, les mesures qui ont été prises, notamment l'augmentation de la pression fiscale, ne va pas dans le bon sens, va même aggraver la situation. Je vous rappelle qu'aujourd'hui même où nous parlons, avant même l'augmentation des impôts pour 2013, on a une pression fiscale de 46% de notre richesse, notre PIB, l'un des niveaux les plus élevés au monde, un niveau historique pour nous Français. Donc clairement, ça va grever le pouvoir d'achat, ça va limiter les flux d'investissement. Et ça, c'est, je pense, le vrai drame des comptes nationaux du premier trimestre, c'est qu'on a vu une très forte baisse de l'investissement des entreprises. Et ça, c'est dangereux parce que c'est ce qu'on appelle un cercle pernicieux, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, le chômage augmente. Donc ça veut dire moins de pouvoir d'achat, moins de consommation, plus de déficit public, donc plus de dettes. Donc on est dans ce cercle pernicieux depuis bientôt 4 ans. On n'arrive pas effectivement à en sortir. Et les mesures qui sont prises, malheureusement, ne vont pas dans le bon sens. Alors on va revenir sur ces mesures, mais on n'est pas les seuls finalement, parce que c'est l'ensemble de la zone euro qui est en récession. Même les Allemands, la croissance est extrêmement faible pour le dernier trimestre. Là, tout pour à eux, fait. C'est chaud, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on peut se réconforter comme ça, effectivement, en disant que les Allemands, eux aussi, commencent à chuter. Mais nous avons une récession encore plus grave dans d'autres pays, notamment en Europe du Sud. Ça, c'est clair que là, si on regarde au Portugal ou alors en Grèce, ça fait depuis 2008 qu'on est en récession. Donc évidemment, c'est bien plus dramatique. Mais au-delà des chiffres, ce qui est vraiment horrible, c'est aujourd'hui le drame humain qu'on appelle le chômage. C'est-à-dire que quand on voit les chiffres du taux de chômage, on est à 11% aujourd'hui en France, mais ce qui est le plus inquiétant, c'est le taux de chômage des jeunes. Alors bien sûr, quand on regarde en Grèce ou en Espagne, on est quasiment à 60% de taux de chômage des moins de 25 ans. Enfin, c'est des chiffres qui font frémir quand même. Quand on les prononce, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même dramatique. Mais même en France, le taux de chômage des moins de 25 ans, c'est 27%. Et je vous rappelle que dans ces chômeurs, évidemment, il n'y a pas les étudiants qui malheureusement multiplient les masters, etc., pour ne pas avoir à affronter le marché du travail. C'est ça qui aujourd'hui est extrêmement douloureux. C'est-à-dire que c'est plus seulement une crise économique, c'est une crise qui devient sociale. Et donc là, bien sûr, encore une fois, c'est pas les quelques emplois aidés qu'on va faire ici ou là. Oui, ça va colmater les brèches, ça va permettre d'éviter la bérésina. Mais encore une fois, ce ne sont pas des mesures qui peuvent avoir les moyens d'inverser la tendance. Alors vous dénoncez donc cette pression fiscale comme étant un frein. Vous dites aussi que l'autre solution, ce serait peut-être que l'euro baisse fortement face au dollar. Ça, c'est clair que c'est la seule solution qui nous reste. Là, je parle au niveau de la zone euro, mais nous aussi, Français, on en bénéficiera, bien entendu. C'est que tous les pays l'ont compris. Vous voyez, même le Japon, qui était aussi... Alors lui, c'est encore pire, ça fait depuis 20 ans qu'il est en déflation. Ils viennent de comprendre, mieux vaut tard que jamais, que le taux de change était une arme de politique économique. Donc maintenant qu'on a utilisé l'arme budgétaire au maximum, qu'on n'a plus de marge de manœuvre, la seule arme qui reste, c'est le taux de change. C'est ce qu'ont fait les Américains, ce qu'ont fait en partie les Anglais, ce que font les Chinois en permanence. Maintenant, les Japonais le font. Il n'y a plus que nous, les Européens, qui n'arrivons pas à admettre, à comprendre et à accepter cette réalité. Donc nous sommes encore les dindons de la farce. Alors l'euro a un petit peu baissé, mais on est toujours autour des 1,28, 1,29 $ pour un euro. Je vous rappelle que le niveau d'équilibre de l'euro-dollar, ça veut dire le niveau juste normal, c'est pas un euro faible, le niveau normal, c'est 1,15 $ pour un euro. Donc tant qu'on n'a pas atteint ce niveau, je suis désolé de le dire, eh bien on ne peut pas sortir de la récession, on ne peut pas sortir de la crise. Et pour y arriver, il faut une volonté politique forte au niveau européen. Les Allemands bloquent
bloquent. Mais pourquoi ils bloquent? Parce que justement les Français ne font pas les réformes qui s'imposent d'un point de vue notamment budgétaire. Et donc on est dans ce qu'on appelle un corner, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir de l'ornière et chacun est dos à dos. Et moi, ma vraie crainte, c'est effectivement un clash franco-allemand. Alors aujourd'hui, on essaye d'arrondir les angles, mais très clairement, on a une vision complètement différente de l'avenir de l'Europe entre l'Allemagne et la France. Il faudra que l'un ou l'autre, on arrive à se décider, à se mettre d'accord, parce qu'on sait très bien que sans le couple franco-allemand, la zone euro ne peut pas avancer et elle est donc même en danger dans son existence même. C'est ça qui effectivement aujourd'hui est très préoccupant. Alors, quand vous parliez de ces difficultés que l'on connaît depuis 4-5 ans, ça veut dire que ça va au-delà du clivage droite-gauche. Ah ben complètement, non mais là, je pense que c'est même plus un problème droite-gauche, c'est un problème, j'ai envie de dire, culturel. C'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui en France, on a une trop faible culture économique. D'ailleurs, mon dernier livre, Le dictionnaire terrifiant de la dette, j'ai voulu faire quelque chose de, comme d'habitude, de très pédagogique, mais surtout qu'on se sensibilise. Parce que la dette publique va bientôt atteindre 100% de notre PIB. On n'a jamais vu ça depuis l'après-guerre. Et depuis la Révolution française, on l'a vu seulement à 3 reprises. Et à chaque fois, ça s'est mal terminé. Mais on nous dit, mais non, ne vous inquiétez pas, regardez, les taux d'intérêt sont bas, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Alors que justement, les taux d'intérêt sont bas parce qu'on a une sorte de bulle qui s'est formée sur les placements obligataires. Mais que derrière, ça, il faut le savoir, depuis maintenant 6 ans chaque année, en France, donc encore une fois ça dépasse les clivages, on n'a même pas assez de croissance juste pour payer les intérêts de la dette publique. Ce qui veut dire que pour rembourser ces derniers, il faut encore s'endetter. Oui, c'est ce qu'on appelle la bulle de la dette. C'est ça qui aujourd'hui est extrêmement dangereux. Donc on ne peut pas dire oui, on va faire de la rigueur, tout va s'arranger. Non, il faut restaurer la croissance et c'est un travail, je dirais, commun au niveau européen et au niveau français. Pour moi, la seule solution, elle est, je vais vous surprendre, dans une baisse des impôts. Il faut aujourd'hui baisser la pression fiscale. C'est ce qu'ont fait les Allemands il y a 10 ans sur les entreprises, bien sûr sur les ménages pour leur donner un petit peu de pouvoir d'achat. Et dans le même temps, il faut baisser les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement, qui elles augmentent de 10 milliards d'euros par an depuis 10 ans. Ça veut dire 100 milliards d'augmentation simplement des dépenses de fonctionnement. Donc on ne peut pas dire aux Français serrez-vous la ceinture et moi la puissance publique, mes dépenses de fonctionnement augmentent de 10 milliards d'euros par an. Encore l'an passé on nous avait promis 0. Ben, les chiffres sont là, plus 9,4 milliards d'euros d'augmentation des dépenses de fonctionnement. Là il y a vraiment quelque chose à faire et surtout il faut réagir. Mais est-ce que l'âge d'or de la croissance qu'on a connu, et on pense évidemment aux 30 glorieuses, n'est pas jamais révolu? C'est un cycle qu'on ne retrouvera jamais. Alors, est-ce que c'est pas se leurrer de dire la croissance va revenir à des taux exceptionnels et importants? Alors, sans rentrer dans la technique, il y a 2 types de croissance. Il y a ce qu'on appelle la croissance extensive, par exemple pour les pays émergents, ou alors lors d'un après-guerre. Donc c'était les 30 glorieuses, il fallait tout reconstruire. Et maintenant, heureusement, on n'a pas eu de guerre. Donc forcément, on est un pays riche, qui est peut-être parfois même suréquipé, trop équipé. Donc on n'a plus cette croissance extensive en construisant des routes, etc. Donc il faut trouver une autre croissance. Et c'est là que doit être la force d'un pays comme le nôtre, c'est-à-dire d'un pays riche, d'un pays développé. Le seul moyen de faire de la croissance, c'est au travers de l'innovation technologique. C'est-à-dire on a le même monde, mais on améliore ce monde, on le rend plus efficace, on l'optimise au travers effectivement de l'innovation technologique. Et là, la France a des atouts. Alors la France a des atouts, mais on a aussi également du retard. C'est-à-dire que clairement, on met des dépenses, publiques notamment en termes de recherche et développement, mais on n'a pas assez de brevets par habitant. Donc ça aussi, on a ce problème numéro 1. Et moi, ce qui m'effraie, c'est quand je vois des entreprises françaises qui, malheureusement aujourd'hui, qu'elles soient grandes ou moins grandes, nous disent j'ai une telle pression fiscale en France, on ne valorise pas ma prise de risque, donc je vais développer ma recherche-développement, mais pas en France, à l'étranger. Ça, c'est très dangereux, parce que si on fait l'innovation à l'étranger, on va perdre justement les moteurs de notre croissance qui nous restent. Donc c'est ça qui aujourd'hui est dangereux, sachant que quand on nous dit oui, mais on a de la natalité en France, tout va bien, attention, quand vous augmentez, vous et moi, donc notre consommation de 100 €, il y a quasiment 50 € de produits importés. Donc la consommation ne fait pas tout. Il faut de l'investissement, de l'innovation, et donc pour ce faire, il faut permettre à nos entreprises de rester dans l'Hexagone en réduisant leur pression fiscale, leur pression réglementaire. Sinon, on le voit déjà, ça a déjà commencé. Elles vont malheureusement à l'étranger. Et est-ce que la croissance ne peut pas se trouver aussi dans la transition, ce qu'on appelle la transition écologique et énergétique? Ça fait partie de l'innovation. Ouais. C'est-à-dire, quand je dis faire une croissance plus forte dans le même monde, ça veut dire en optimisant l'existant. Et bien sûr, alors après, il faut faire attention de ne pas tomber dans les travers un petit peu idéologiques. Mais le vrai enjeu aujourd'hui est là. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, ce que j'appelle les NTE, les nouvelles technologies de l'énergie, les nouvelles technologies également de l'agroalimentaire, plus toujours l'Internet, etc. On a un potentiel de croissance exceptionnel, mais il faut l'utiliser.
Et certains disent aussi qu'il faudrait mettre un frein finalement à la politique de rigueur. Ça permettrait de donner un peu de marge. Mais il faut être clair, la rigueur pour la rigueur n'a aucun sens économique. C'est-à-dire qu'augmenter les impôts alors qu'on a déjà une pression fiscale énorme ne va faire qu'aggraver la récession. Par contre, en France, on confond rigueur et assainissement budgétaire. Oui, il faut assainir les dépenses publiques. Quand on a 57% de dépenses publiques par rapport à notre PIB et qu'on a 0 croissance par an depuis 6 ans, ça montre bien que ce n'est pas un problème de quantité de dépenses, mais de qualité de cette dépense publique. Donc ça, c'est le débat qu'on doit absolument aujourd'hui avoir et qu'on refuse d'avoir, là aussi, droite ou gauche. Parce que malheureusement, même sous Nicolas Sarkozy, qui pourtant lui avait promis de baisser les dépenses publiques, on est passé de 52% du PIB à 56%. Maintenant, on a un président qui, lui, ne promet même pas de les baisser, juste il dit on va les stabiliser. Alors imaginez ce que ça veut dire pour demain. C'est ça qui aujourd'hui est inquiétant. Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus accélérer, c'est ce que demande finalement Bruxelles, la mise en concurrence de certains services et produits qui pourraient faire baisser les prix et donc qui donnerait effectivement un peu de marge à la fois aux particuliers mais aussi aux entreprises? Oui, tout à fait. Alors après, il faut faire attention aussi à ne pas détruire, entre guillemets, le petit commerce, l'artisanat, etc. Parce que trop de concurrence peut parfois tuer également la concurrence à moyen terme. Moi, je pense que vraiment, si on veut donner du pouvoir d'achat aujourd'hui, tout de suite, il faut une mesure phare, il faut baisser effectivement l'imposition. Par exemple, la CSG. Vous savez que la CSG, on l'a oublié, mais c'était créé en 91. C'était un impôt temporaire à l'époque. Oui, ça fait du temporaire qui dure. Donc là, vous baissez un petit peu le taux de CSG, tous les Français, instantanément, ont du pouvoir d'achat. Voyez, et là, mais est-ce qu'ils vont consommer? Ils vont pas épargner plutôt? C'est pas évident. Voilà. C'est clair qu'il faut le faire aussi pour les entreprises. Voilà. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on résout les problèmes, on essaye de les résoudre par le petit bout de la lorgnette. Alors on a des problèmes globaux, il faut des solutions globales. Il ne faut pas faire que pour les ménages ou que pour les entreprises. Il faut faire pour tout le monde. Il faut moderniser l'économie. Encore une fois, c'est pas pour vanter nos amis allemands qui aussi ont des difficultés, mais c'est ce qu'ils ont fait il y a plus de 10 ans maintenant. Schröder, qui pourtant lui aussi était perçu comme mou à l'époque, vous voyez, comme quoi rien n'est perdu, il a réformé l'Allemagne, il a transformé l'Allemagne. Mais à quel prix aussi? Il n'y a pas de SMIC, on voit qu'il y a beaucoup de salaires effectivement très, très faibles. Encore une fois, c'est vrai, mais là aussi c'est un problème culturel. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux un travail que pas de travail du tout, à un salaire identique ou un peu moins élevé? Ça, c'est tout le problème, je dirais, des aides, etc. en tout genre. Mais les résultats sont là. Aujourd'hui, tous les pays de la zone euro sont en récession, sauf l'Allemagne. D'ailleurs, ça ne va pas durer, parce que l'Allemagne, même si c'est une locomotive, à force de supporter des wagons très lourds, elle va aussi s'arrêter. Donc, c'est ça qui est dangereux aussi pour la zone euro, parce que les Allemands nous disent, écoutez, nous, on a fait les réformes, vous ne les faites pas. Je sais qu'en coulisses, aujourd'hui, les dirigeants allemands commencent à se rapprocher des dirigeants anglais. Donc, ça fait quand même un petit peu peur, tout ça. Donc, on doit sauver, effectivement, le couple franco-allemand. On doit sauver aujourd'hui la zone euro. Et pour ça, il faut être deux. Il faut que les Allemands et aussi les Français fassent des efforts, mais malheureusement, je suis désolé de le dire, on a une situation aujourd'hui où c'est plutôt une situation un risque de clash qui est là entre la France et l'Allemagne. Donc prenons les bonnes mesures, encore une fois. Pas de raison que les Allemands, les Japonais, les Américains, les Chinois l'ont compris et nous, on ne serait pas capable de comprendre l'évidence, j'ai envie de dire. Merci Marc Toati, donc président du cabinet ACDFI. Puis on pourra, pour faire preuve de pédagogie, donc retrouver votre livre dictionnaire terrifiant de la dette. Merci. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr.